je vous le rappelle, mais on s'est eu au téléphone, donc c'est dans le cadre d'une proposition de loi sur la question de réduire autant que possible le trafic de drogue et ses conséquences. Et du coup, c'est ça l'angle d'entrée et ça aborde à partir de là différentes questions en termes de prévention, en termes de traitement de la question, notamment la question de la légalisation, en termes aussi d'investigation et de ce qu'il faudrait faire là-dessus. Donc, c'est une proposition de loi qui se veut transpartisane. Donc, il y a une dizaine de députés qui se proposent pour l'instant pour y travailler, donc quasiment tous les groupes de l'Assemblée nationale, ce qui est plutôt positif. Voilà. Donc là, au fur et à mesure, on enregistre. Donc, même si tout le monde n'est pas là, tout le monde aura l'audition et on la rendra publique. Donc, vous êtes William Lowenstein, président de SOS Addiction depuis janvier 2002, spécialiste en médecine interne et addictologue. Et votre association, je cite, œuvre à alerter et éclairer l'opinion publique sur l'évolution des usages et comportements addictifs, soutenir et développer la recherche en addictologie et diffuser des solutions de prévention, de réduction des risques et de soins en santé des addictions. Vous avez écrit pas mal de livres, publications médicales sur ce sujet. Et donc, on va surtout pour l'instant peut-être parler de politique de prévention, mais je vous propose tout simplement d'introduire, de dire un petit peu quelle est votre vision du sujet. Et puis après, une fois que vous avez jusqu'à une vingtaine de minutes, et après, on vous posera des questions. Bien volontiers, en vous remerciant d'abord de votre invitation sur ce sujet. Alors, vous avez parlé de l'association SOS Addiction, je ne vais pas me répéter, je vais juste préciser si vous en êtes d'accord, mon parcours pour qu'on sache d'où je parle, éventuellement ce que j'en ai appris ou pense en avoir appris et les grands axes que l'on pourra peut-être discuter et préciser, voire ciseler dans un troisième temps. Donc, vous dire en effet que je suis médecin, spécialiste de médecine interne et pneumologie, habilité à l'addictologie, ancien interne des hôpitaux de Paris, chef de clinique et PH. En 1985, j'ai publié la première lettre européenne sur l'intersection sida et toxicomanie. Et pour le dire très directement, c'est par l'intermédiaire du sida que je me suis intéressé aux toxicomanies en tant que médecin interniste, pneumologue et un peu réanimateur à cette époque. En 1987, j'ai participé à l'étude qui était demandée par Madame Michel Barzac pour la remise en vente libre du matériel d'injection. Qui, rappelons-le, avait été retiré en 1972 dans l'espoir de lutter contre les overdoses. De 1991 à 1994, avec d'autres collègues, bien sûr, et le soutien notamment de Bernard Kouchner et Madame Simone Veil, nous avons travaillé l'accès à la méthadone et plus largement aux médicaments de substitution en France, ce qui me permit en octobre 1994 d'ouvrir le premier centre hospitalo-universitaire français, dit Centre Méthadone, à l'hôpital Laennec, je le précise, dans le 7e, à 20 mètres d'une crèche et 50 mètres d'une école. Je vais passer un peu rapidement pour nous retrouver en 2006, après l'annonce dans le plan cancer d'un plan national addiction demandé par Jacques Chirac, qui sera repris par Xavier Bertrand et Didier Houssin, alors directeur général de la santé, ce qui me conduisit à présider différents groupes de travail à la direction générale de la santé de 2007 à 2017 sur les addictions, les traitements et le développement de stratégies de réduction des risques. Mes travaux et publications ont surtout porté sur l'intersection sida-toxicomanie dans les années 80-90, sur les traitements de substitution, sur l'héroïne et la cocaïne, et je ne m'estime pas un grand spécialiste monofocal, si j'ose dire, au moins cliniquement, du cannabis, mais j'espère en tout cas que mon expérience clinique sur ce sujet
que je puisse espérer pas vous faire trop perdre votre temps aujourd'hui en étant focalisé sur le cannabis, même si ça n'a pas été, encore une fois, l'objet central de mes recherches ou de mes travaux. Euh, ce que j'ai appris et ce que je peux partager avec vous avant de se dire comment essayer d'en tirer quelque chose d'au moins protecteur et utile pendant ces années où j'essayais de développer dans notre pays la médecine des addictions, encore une fois, bien sûr, avec bien d'autres collègues et amis. Euh, je le dirais de cette façon-là. J'ai appris à donner des seringues stériles aux personnes qui se shootaient. J'ai appris, comme le disaient nos opposants au traitement de substitution dans les années 80 et 90, à donner de la drogue aux drogués et à se rendre compte que la drogue en question, c'était des médicaments. Et que ça permettait d'obtenir le constat que vous avez pu connaître sur la réduction à la fois des contaminations VIH, VHC, des overdoses et même de la petite et moyenne délinquance. J'ai appris qu'entre prohibition qui existait aussi de façon intense derrière les hauts murs de l'hôpital et de l'université, entre morale, idéologie et réalisme, les résultats étaient en faveur d'un pragmatisme clinique qui parfois pouvait, dans un premier temps, nous déranger, que la morale, parfois, que l'on avait apprise, était en fait immorale sur le plan clinique. J'ai appris, comme bien d'autres, qu'une société sans drogue, ça n'existait pas, qu'il valait mieux prévenir et réduire les risques et les méfaits de ces drogues que de penser pouvoir les éradiquer. Hein, on avait eu cet échange téléphonique sur l'idée d'éradication qui, pour moi, est en dérivée première de cette rhétorique du fléau et nous mène souvent à l'impasse. On a le droit de rêver, mais l'éradication est souvent, encore une fois, une impasse bien piégeuse. J'ai enfin appris, si je le disais plus globalement, que pour être un bon vivant, mieux vaut être vivant. Et que de ce fait, la réduction des risques à côté de la prévention et du soin a toute sa place. Sur le cannabis et la légalisation, troisième point que l'on partagera, donc comme nous le savons tous, il y a 3 commissions qui ont bien travaillé sur 3 aspects, le récréatif bien sûr en dernier d'ailleurs, le thérapeutique et le bien-être. Nous sommes d'accord que la porosité entre ces 3 distinctions est réelle. Et si nous prenons l'exemple du cannabis dit récréatif chez bien des jeunes, et je vous en donnerai qu'un seul, c'est celui de la part d'automédication, par exemple, dans les troubles du sommeil. Beaucoup d'adolescents consomment du cannabis, j'ai envie de dire, afin de s'endormir. Ça ne les aide pas forcément à mieux se réveiller, mais en tout cas, il y a là un aspect thérapeutique dans le récréatif qu'on ne peut pas oublier. Et si j'ai répondu favorablement et avec plaisir à votre demande, c'est que j'espère bien sûr qu'on sortira enfin de la prohibition, qu'on ira vers une régulation, vers une légalisation régulée, avec une organisation qui sera réellement budgétée. On est d'accord que c'est un gros enjeu, que c'est un gros travail, qu'il faudrait pour ça un vrai budget. Euh, je suis d'accord, pour pas dramatiser, on va pas vendre, on va pas légaliser du plutonium hein, non plus, quoi. Mais il faut réguler les choses en effet de façon sérieuse avec un groupe de travail. Rappelons que nous avons en France une mission interministérielle plus ou moins bien nommé de lutte et contre les drogues et conduites addictives. Moi, je préfère la notion de santé des addictions. Donc, peut-être qu'on pourra avoir une mission interministérielle de santé des addictions avec une section spéciale et spécialement budgétée sur le cannabis parce qu'encore une fois, l'interministériel
entre la santé, le ministère de l'Agriculture, le commerce, l'intérieur, la justice, Santé publique France, l'OFDT, mérite un groupe de travail, comme vous le disiez pour vous, politiquement transpartisan. Ce groupe de travail, pour nous, il doit être évidemment transdisciplinaire et bien au-delà de la simple médecine des addictions. C'est pour ça que j'aime à parler très souvent de santé des addictions. Et les axes de réflexion qui nous posent, entre guillemets, le plus de questions, c'est d'abord celui de l'âge. Nous légalisons, mais à partir de quel âge? Tout le monde est d'accord pour dire que le cannabis récréatif est peu ou pas dangereux chez l'adulte, mais est-ce que cet adulte dont le cerveau est déjà formé, on lui donne un âge de 18 ans ou de 21 ans? Il est évidemment hors de question, je pense, pour un État responsable de promouvoir ce que la prohibition finalement a promu, c'est-à-dire la diffusion du cannabis dès 15 ans. Donc, à partir de quel âge on légalise? C'est une réflexion évidemment qui par prudence tire plus vers les 21 ans, hein, c'est-à-dire quand le développement du cerveau s'est déjà bien avancé, mais qui socialement nous met aussi en difficulté parce qu'il y a beaucoup de consommation, vous le savez, entre 13 et 21 ans. L'autre question principale serait celle que j'appellerais du dosage, hein, c'est-à-dire que les taux de THC et de CBD doivent être réfléchis. La légalisation, l'accès à un cannabis qui serait un cannabis trop light serait pas forcément satisfaisant pour des personnes qui ont l'habitude déjà d'utiliser des cannabis avec un taux de THC assez élevé. Donc, est-ce qu'il faudrait pouvoir proposer des cannabis avec des taux de THC de 5, 10, 15, voire 20%, en sachant qu'aux États-Unis, par exemple, des États proposent des cannabis bien plus fortement dosés. Est-ce qu'il faut les équilibrer avec des taux de CBD, qui est le petit frère raisonnable dans cette histoire de la plante cannabis, qui est plutôt, je dirais, le jumeau apaisé de l'histoire. C'est vraiment un travail de réflexion avec déjà les expériences étrangères qu'il faudrait détricoter, que ce soit pour les conséquences sur l'usage, l'abus, la dépendance, mais aussi la conduite de véhicules et la socialisation. L'accessibilité est une question majeure également, quoi. Si on veut mettre beaucoup de sécurité, on sait qu'on se retrouve dans ce que j'appellerais une équation contre-productive, c'est-à-dire que plus on veut gagner en sécurité, plus on perd généralement en accessibilité et moins on aura finalement le résultat obtenu, c'est-à-dire celui de la régulation. Alors, ça ne veut pas dire que ça soit une sorte d'open bar tous azimuts, mais si c'est plus compliqué d'accéder à du cannabis légalisé que d'avoir le petit dealer du coin ou celui qui livre à domicile, il faudra quand même en tenir compte. Il ne faut pas que la sécurité de la régulation soit contre-productive pour l'accessibilité. Bien entendu, mais ça, je pense qu'on saura faire en France, les questions de pureté du produit, de validation du produit, ça doit s'accompagner vraiment d'informations sur la voie d'administration et éventuellement des contre-indications. Je m'en explique, les voies d'administration, on ne peut pas imaginer, comme ça a été d'ailleurs le cas en Californie, qui faisait d'énormes efforts contre le tabagisme, hein, contre la cigarette classique fumée, que l'on puisse valoriser le cannabis par cette voie d'administration. Hein, de même que pour le cannabis thérapeutique, il a été écarté et que on va privilégier toutes les autres voies de spray, de gouttes, de tisane, éventuellement d'inhalateurs. Il faudra être précis sur cette voie d'administration et diminuer au maximum la voie fumée pour ne pas dire l'écarter.
contre-indication, un petit mot sur la question des femmes enceintes, hein, qu'on ne fasse pas la même erreur que celle qui a été faite avec l'alcool, hein, et la dangerosité du cannabis chez les femmes enceintes doit rester une vraie interrogation et de ce fait certainement à l'origine de précision d'information. Idem pour certaines personnes ayant des maladies ou des troubles neuropsychiatriques. Ensuite, comment ça peut s'organiser? C'est tout l'intérêt d'un groupe de travail parce que j'aime pas trop l'expression de cannabis trop qui nous renvoie justement à un certain nombre de problèmes typiquement français et de l'alcool. Je préfère imaginer un système comme celui qu'on a vu se développer pour les boutiques vape, malgré les obstructions en France et un certain degré d'obscurantisme sur ce sujet, c'est-à-dire pas forcément des lieux de consommation, mais des lieux où des personnes impliquées dans cette évolution peuvent apporter leur expérience, leur savoir. Du point de vue justice, quelle sera en quelque sorte l'équivalent de la licence 4 dans ces boutiques vape ou autres propositions, hein, c'est à débattre, de même que les questions de la livraison. Comment on peut autoriser ou pas des livraisons pour un certain nombre de personnes. La question, à mon avis, qui risque d'être oubliée dans nos débats assez souvent, alors qu'elle peut être une ouverture dans bien des régions, qui est celle de la tolérance ou de l'autorisation de l'autoculture. Combien de plants on peut autoriser pour tous ceux qui ont la main verte. Question encore peut-être plus délicate, celle de l'amnistie pour un certain nombre d'usagers qualifiés d'usagers revendeurs, qui seront peut-être d'excellents organisateurs et vendeurs si on légalise le système. Et en conclusion de cette présentation, ce qui m'intéresse dans la régulation, c'est vraiment de réduire les risques et les méfaits, dans un premier temps, des abus ou des consommations chroniques. C'est réguler, au fond, pour diminuer sûrement une attractivité exagérée et au bout du compte, peut-être diminuer les consommations, ce que n'a pas réussi à faire, vous le savez, la prohibition. Ça suppose vraiment des budgétisations sur les évaluations que vous évoquiez, sur des campagnes d'information. Ça suppose également un contrôle de la publicité. Hein. N'oublions pas que nous sommes au temps d'Internet et que les publicités, par exemple interdites par la loi E20, se retrouvent sur bien des sites d'Internet sur le web. Et oui, je crois que pour avoir effectué, si j'ose dire, aussi des missions de Medellín à Phnom Penh, en passant par Buenos Aires ou Montevideo, moi, j'ai envie de dire que la République ne peut plus accepter que ce soit les réseaux mafieux qui servent d'ANPE ou d'employeurs dans beaucoup d'endroits en France. Merci de cette introduction. Vous avez tenu pile 19 minutes, c'est fort. Donc, il y a Patrick Vignal qui nous a rejoint, qui est député LREM, et puis il y a Chloé Prudhomme qui est, si je me rappelle bien, la collaboratrice du père Julien Laferrière, non inscrit. Donc, on va commencer par des questions. Patrick, est-ce que tu as des questions? Je ne sais pas si tu as entendu depuis le début. Écoute, moi je trouve que l'intervention est complète et ce que j'ai envie de retenir, cher monsieur, c'est ce que vous avez dit à la fin. La République ne peut plus accepter que ce soit des dealers qui font la fonction de la NPE. Et ça, je pense, Eric, c'est très important dans le rapport à le mettre effectivement, parce qu'on en a parlé un peu ce matin, effectivement, cette économie souterraine est vraiment gangrène nos quartiers, nos territoires, notre jeunesse et surtout même la relation au travail. Ça ne donne pas forcément envie, effectivement,
dans ce monde-là où les chauffeurs, qui soient à 50, 60 euros chez moi ou chez toi, Eric, entre 80 et 100 euros, cet argent facile. Et je pense que si on a une problématique, parce que moi j'entends aussi ceux qui sont contre, hein, on a des médecins qui m'expliquent à moi que de légaliser, ça va encourager la fumette, que de légaliser, c'est encore faire de donner comme l'alcool, si tu veux, cette idée de prendre encore plus de ces produits. Mais je trouve que c'est fort, cette histoire de République, de ne plus accepter que les leaders sont devenus des gens de la NPE. Je pense que ce volet-là, je ne l'avais jamais entendu et je pense que c'est un volet important. D'accord. Moi, j'ai oui, juste un petit mot, pardon Eric. En rebond, je peux? Oui, allez-y, au contraire. Oui, merci. C'est un point d'ailleurs où je ne sais pas si on peut encore parler d'économie souterraine. Pour au moins deux raisons. C'est qu'elle est vraiment connue de tous maintenant. Hein, elle est vraiment à l'air libre. Il y a longtemps qu'elle n'est plus dans les caves. Hein, elle est plutôt en hauteur dans bien des immeubles. Et deuxièmement, je voudrais quand même rappeler l'étonnement que nous pourrions avoir, puisqu'à ma connaissance, notre pays, la France, déclare dans son PIB 2 milliards qui sont liés au trafic de drogue. La France n'a pas fait comme le Royaume-Uni à adjoindre à son PIB une estimation du trafic des drogues plus la prostitution. Je crois que la prostitution n'est pas déclarée dans notre PIB. Par contre, il faudra un jour qu'on m'explique, quand on déclare notre PIB à l'Europe, comment d'un côté on peut parler de 2 milliards d'économies des drogues et d'économies, en effet, dites souterraines en même temps. Bon, en chef-d'œuvre d'hypocrisie, je crois que c'est quand même… Les champions du monde. Ah, ça, c'est français, vous savez. Hein, les Français, on est champions du monde de l'hypocrisie. Surtout la classe politique. Sauf les filles. Sauf les filles. Patrick, on en sourit parce qu'à la limite, qu'on soit champion du monde de l'hypocrisie, on pourrait continuer d'en sourire, vous voyez. Mais le problème, c'est qu'on est un peu champion du monde aussi de la consommation de cannabis, et sans parler des antidépresseurs, des somnifères et tranquillisants. Hein, mais voilà, juste le petit rebond avec à la fois l'économie souterraine. Je crois que voilà, on n'est même plus dans de l'économie souterraine. On est vraiment dans des études de marché et c'est important pour dire qu'est-ce qu'on va faire parce que oui, la relation au travail, vous avez tout à fait raison et pardon pour le côté francilien, mais moi j'ai vu, si j'ose dire, récemment 2 expériences de travail, enfin de social et de travail qui m'ont vraiment marqué. C'est le nombre de personnes qui sont sorties de villes et de cités d'Île-de-France pour devenir des chauffeurs Uber. Hein, je privilégie absolument pas ce système-là, mais beaucoup de personnes du jour au lendemain, que ça soit en auto-entreprise, que parfois ça soit un peu comme exploité par d'autres, ont mis une veste, se sont levés à 6 heures du matin et ont commencé à bosser. Et le deuxième épisode qui m'a étonné, c'est quand il y a eu cette explosion du marché des trottinettes dans la capitale. Ceux qui se levaient à 5 heures du matin pour récupérer une trottinette pour 4-5 euros, la rapporter où il fallait, la recharger, c'était aussi des jeunes qui étaient sortis pour pouvoir travailler. Donc, il y a aussi cette idée que du souterrain ou de l'économie dite souterraine, on peut faire sortir un certain nombre de personnes en leur donnant du travail. Alors, je voudrais poursuivre je te repasse la parole, Patrick. Je voudrais poursuivre sur ce aspect-là, justement, parce que on a commencé à en parler ce matin, je veux dire, avec Marie Debrusque de Médecins du Monde. Donc, c'était un des sujets qu'on a abordé, de cette économie qui entre guillemets, nourrit du monde, hein, puisque selon les études, c'est entre 210 à 240 000 personnes en France quand même par an. C'est pas rien. Donc, comme vous avez dit, une chose qui m'intéresse, vous avez dit, vous avez parlé de savoir comment justement on pouvait organiser la question de la vente. Vous avez parlé des boutiques VAP, mais comment, d'après vous, pourrions-nous faire pour faire en sorte que les gens qui aujourd'hui
ont une activité économique liée au trafic, qu'ils payent des fois par leur vie. Hein. Je citais ce matin sur ma circonscription, c'est 3 morts depuis septembre, hein, donc c'est pas rien quand même. Je compte pas les blessés. Comment on pourrait faire en sorte justement de s'assurer que la diffusion, la vente ne parte pas ailleurs? Comment on pourrait s'organiser pour que Ouais. aussi leur métier, quoi. Alors, je crois en effet, je rebondis là sur les 3 morts, qui soient dans votre région, qui soient à Marseille, qui soient à Lyon, qui soient à Grenoble. On voit bien aussi la tension, et que les narcos-États, on peut connaître, nous, des narcos-quartiers. Et voilà, il y a El Chapo est peut-être en prison ou en série, vous voyez, à la télévision, mais hélas, c'est d'une violence terrible. Et ça peut être un argument, en tout cas, moi, souvent, je l'ai échangé avec ces patients qu'on voit en injonction thérapeutique. C'est-à-dire que la loi de 70, vous le savez, continue de présider, de nous gouverner. Et donc, entre aller en prison et se faire soigner, il y a le choix qu'on appelle celui de l'injonction thérapeutique, qui a mis un temps fou à être évalué. Et on s'est rendu compte d'un certain nombre de choses, mais je ne veux pas digresser pour répondre un peu à ça. Il y a déjà un argument qui s'appelle la tranquillité. Parce que tous les mômes n'ont pas envie d'avoir une Black et Decker dans chaque genou, n'ont pas envie de ne pas pouvoir dormir, savent très très bien que s'ils veulent grimper, on va dire, en efficacité, c'est aux dépens de leur sommeil et de leur tranquillité qu'il faut qu'ils soient quand même armés pour pouvoir défendre leur commerce. Donc, je dirais qu'il y a aussi ça dans la légalisation. Il y a la possibilité de donner à des personnes qui le souhaitent la possibilité de ne pas vivre une vie avec la violence que vous venez d'évoquer. Après, il ne faut pas se leurrer. Encore une fois, on rejoint le discours de l'utopie de l'éradication. Il y aura forcément un certain nombre de trafics qui demeureront. Il y aura un certain nombre, je veux dire, Monsieur Vignal, vous connaissez ça avec les distilleries, Oui. pas simplement à Béziers, mais de l'autre côté de la frontière, hein, pour l'alcool. Donc, c'est comment, en fait, le commerce peut protéger un certain nombre de personnes. Et encore une fois, la protection et la tranquillité ne sont pas oubliées. Ensuite, c'est comment, encore une fois, j'ai cité quand même le courage que je voyais chez des gens à 5 heures du matin, 6 heures du matin pour gagner l'équivalent peut-être de 100 ou 200 euros par jour, hein, ce qui est déjà bien. Eh bien, oui, ils étaient au rendez-vous. Et c'est ça qu'il faudrait aussi calculer, c'est qu'entre tranquillité et commerce régulé qui puisse rapporter, je ne parle pas des truands ou des intermédiaires qui sont déjà à 1 000 euros ou 2 000 euros par jour, mais ça, ce n'est vraiment pas la majorité des personnes. Hein, je veux bien qu'on se batte sur le prix, vous voyez, d'une région à l'autre, de combien gagne un petit môme, etc. Mais si le petit môme en question, qui a souvent 18, 19, 20 ans aussi, il peut gagner 100 à 200 euros en étant dans des conditions sociales qui le tranquillisent, pour sa famille comme pour lui-même, je pense que ça sera attractif. Mais alors, du coup, excusez-moi, je repose ma question. Pardon, oui, j'ai peut-être dévié, oui, pardon. Non, je vous en prie, mais vous n'avez peut-être pas de point de vue, hein, mais si vous en avez un, ça m'intéresse. Vous parlez tout à l'heure de l'organisation en boutique VAP. En gros, pour être concret, comment on fait en sorte de s'assurer que le jour où on commercialise légalement, les boutiques ne partent pas là où sont les consommateurs. Moi, je suis à Saint-Ouen, les consommateurs ils viennent de l'autre côté du périph'. Comment on fait en sorte que les boutiques elles restent aussi à Saint-Ouen? Voilà. Oui, je pense que ça vraiment sont dans les plans. En fait, vous êtes mieux placé que moi pour savoir comment éventuellement on organise des zones commerciales, des zones de priorité commerciale. Je pense que c'est très, très important, comme vous le dites, que ces boutiques VAP soient en effet à Saint-Ouen, à Saint-Denis, à Bobigny, à Bagneux et ailleurs, et pas simplement à Tramuros, oui, qui est sous principe de licence 4 cannabis, on va l'appeler comme ça, vous voyez, des quotas ou une répartition aussi des régions, oui. Et moi, je serais plutôt favorable, pour le dire comme ça, à ce qu'il y ait une répartition égalitaire
qui montre bien, et c'était ma phrase un peu sur le premier centre méthadone. Vous voyez, quand j'ai rappelé qu'il était dans le 7e, à 20 mètres d'une crèche et à 50 mètres d'une école, c'était pour dire que quand on donne les moyens de dignité et que les choses sont organisées, tout peut bien se passer, à mon avis, d'un côté comme de l'autre du périphérique, même en tenant compte des spécificités. D'accord, donc il y aurait une espèce de régulation d'implantation, un peu comme ça. Absolument. Ce que nous savons faire, je pense, pour un certain nombre de commerces, je ne vais pas donner non plus l'exemple des médecins, des vétérinaires, des pharmaciens, mais ça me paraît pas horriblement compliqué qu'il y ait une étude de répartition pour que justement, si vous voulez, il n'y ait pas des quartiers chauds, entre guillemets, qui mettraient la pression sur quelques boutiques, mais qu'on puisse avoir une répartition plutôt homogène de ces boutiques. Patrick, tu voulais poser une question, je t'ai un peu interrompu. Il faut que tu enlèves ton micro. En fait, Eric, si tu veux qu'on gagne ce combat, je pense qu'on ne peut pas l'aborder avec l'idée « je suis pour ou contre l'épilation ». On ne gagnera pas parce que, je le dis, les politiques n'ont pas assez de courage. Et tu le sais, Eric, je ne vois pas franchement, je ne sais pas si on va arriver à régler ce problème avant les présidentielles, mais je ne vois pas un candidat de tout parti qui soit qui dit « je vais dépénaliser ». Et ce qui m'intéresse dans votre intervention, peut-être Jean-Luc Mélenchon, peut-être. Bon, et je ne sais pas s'il va arriver au pouvoir. Ce qui m'intéresse. Je ne veux pas trop vous voir, Jean-Luc Mélenchon. Non, mais ce que je veux dire, non, tu sais très bien, tu me connais, tu sais l'engagement que j'ai. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des solutions. Et c'est vrai que la première idée, effectivement, cette idée de dire que, voilà, la République, désolé, aujourd'hui, ce sont les dealers qui sont devenus l'NPE. Je pense que c'est fort, ça, docteur. La deuxième réponse, c'est aussi le temps passé par les policiers qui ont autre chose à faire que d'arrêter des gamins au bas des immeubles, de les ramener au commissariat et de faire un rappel à la loi. Il y a un nombre d'heures, Eric, très conséquent, je l'ai vu dans un rapport, qu'on le précise. Et le troisième point, et peut-être que tu seras d'accord avec moi, Eric, ce que vous disiez, cher docteur, c'est donner une espérance à ces gamins. Alors, je sais que moi, ubériser, ça ne me plaît pas, mais redonner le pied à l'étrier, les trottinettes, les chauffeurs de taxi. Et ça, si tu veux, Eric, ça pourrait embrayer sur ce pied à l'étrier avec ces coffee shops. Alors, je ne sais pas, au Canada, j'avais vu, moi, je ne sais pas qui les tient, mais si on donne aussi une sortie à ces jeunes qui n'ont pas d'espérance et qui souvent, Eric, pas tous, n'ont pas de niveau scolaire. Moi, les gamins, quand ils me disent, je prends le quartier de Figuerolles à Montpellier, tous ces petits que j'ai eus au judo, moi, ils me disent, mais comment veux-tu que je remplisse le frigo de mes parents ? 80 €, j'ai qu'à juste changer quand il y a une promotion de cannabis. Et donc, on ne peut pas être que sur le front de dire je dépénalise, c'est une vision d'espérance. Et vous avez raison aussi, moi je suis allé au Pertus avec les buralistes, parce que je suis très ami avec Philippe Coy, qui est le président des buralistes. Ouais. Voilà, vous connaissez. Bon, eh bien, vous avez raison, moi je ne m'emmerde plus à opposer les choses. Voilà, si on oppose les choses, le politique ne nous suivra pas. Et cette mission, moi, je suis ravi de faire partir avec Eric. En plus, vous voyez, moi, je suis en marche, il est LFI. Ça dépasse les dogmes, là. On est en train de parler de l'intérêt général et pas de petites phrases qui serviraient politiquement à pas faire avancer les choses. Et un dernier point, vous savez, je travaille sur les centres-villes, se réenchanter les cœurs de ville. Il y a tellement de boutiques fermées. Mais si on est capable aussi d'implanter ces lieux, on peut réanimer le territoire. Est-ce qu'il faut les mettre tout seuls ? Est-ce qu'il faut les mettre dans un environnement, dans un espace jeunesse ? Je pense qu'on a tout à inventer et je pense qu'intelligemment, on peut faire des choses qui contourneraient l'idée « je suis pour ou contre la dépénalisation ». Voilà ce que je pense. Alors, je vais faire une transition immédiatement en revenant à mes questions. Non, mais c'était bien. Il faut comme ça des moments où on fait des transitions. Mais justement, là, on parlait de dépénalisation. Bon, encore une fois, l'idée, ce n'est pas seulement d'aborder cet aspect-là, parce qu'il y a les aspects de prévention. Alors, je note une chose, c'est que, là, docteur, vous dites vous-même que votre travail, ça a été beaucoup sur la question des interactions sida-toxicomanie, sur les produits de substitution, sur l'héroïne et la cocaïne, plus que le cannabis. Et là, depuis tout à l'heure, on parle de la question dépénalisation, légalisation du cannabis.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de la même question posée sur les autres drogues? J'aurais aimé avoir votre point de vue là-dessus. Je serais, moi, pour une dépénalisation des autres drogues, hein, c'est-à-dire une priorité sur le modèle portugais. Enfin, c'est pas très loin le Portugal. Ils ont travaillé pendant 2 ans avec le Premier ministre, qui est évidemment le groupe de travail qu'il faudrait faire, j'ai envie de dire, relié ou au président de la République ou au Premier ministre pour qu'il ait réellement un poids. Et encore une fois, n'oublions pas qu'on a la MILDECA, une mission interministérielle hein, qui existe. Au Portugal, je crois que c'est de 99 à 2001, hein, je mets les guillemets de l'hésitation, hein, mais en tout cas qu'ils ont travaillé en lien avec le Premier ministre pour se dire on va inverser déjà quelque chose qui apparaît évident, évidemment, aux médecins que je suis, c'est-à-dire de mettre le sanitaire avant l'intérieur. C'est-à-dire que ça ne soit plus le ministère de l'Intérieur, en gros, qui dicte la politique des drogues, la politique de santé des addictions dans un pays. C'est-à-dire que quelqu'un passe, s'il est avec une consommation de substances, quelle qu'elle soit, pour répondre à votre question, devant un certain nombre de personnes, essentiellement, on va dire, médico-sociales. Et si il y a un problème, et ça peut être le cas, comme une zone grise d'achat-revente, surtout pour des produits comme l'héroïne, hein, mais aussi le cannabis, à ce moment-là, c'est vrai que le versant répressif va pouvoir revenir. Mais la chance va vraiment être donnée au médico-social pour voir qu'est-ce qui, finalement, conduit la personne à être dans cette situation-là et quelle chance lui donner. Ça, c'est le modèle portugais de dépénalisation. C'est-à-dire, ce n'est pas l'État qui s'occupe de la vente, de la production, de la vente, de la régulation des substances. C'est l'État, si j'ose dire, qui fait en sorte de tolérer, ça me gêne pour ça, si vous voulez, que ça soit encore une fois les systèmes mafieux qui produisent et qui alimentent le truc. Bien différent de la légalisation ou d'une légalisation régulée ou contrôlée, où là, sur le modèle de l'alcool, on a de la production à l'évaluation, la responsabilité de l'État. Et donc, c'est vrai que là, on s'en rapproche hein, de la dépénalisation avec la contraventionnalisation prônée par Darmanin. Mais en fait, au bout de 3 contraventions, on se retrouve dans l'étape précédente avec en plus une inscription au casier judiciaire qui peut être fort embêtante quand même pendant 10 ans pour trouver du boulot, quoi. Donc, cette dépénalisation qui va défavoriser un peu plus ceux qui se font toujours prendre, et c'est quand même une personne dépendante ou qui vit du système, c'est elle qui se fait toujours prendre. Hein. Ce n'est pas, encore une fois, les plus habiles, les plus favorisés. C'est comme les mômes qui se font virer des classes. C'est eux qui méritent 4 fois plus d'attention que ceux qui font une petite bêtise. Donc, c'est pour ça que maintenant, je suis plus pour une légalisation où, encore une fois, on aurait pour le cannabis la possibilité de tout contrôler et peut-être, encore une fois, pour les autres drogues, pour l'instant, parce que politiquement, ça sera irrecevable dans le degré, j'ai envie de dire, d'approche qui est le nôtre dans notre pays, une dépénalisation, une forme de tolérance. D'accord. Donc, si je vous suis bien, vous seriez pour avancer vers une voie de dépénalisation de toutes les drogues, de Oui, légalisation du cannabis, mais également éventuellement des autres drogues. absolument. Si vous me dites, qu'est-ce que je pense en mon âme et conscience, à travers l'expérience et ma vision, je suis pour la légalisation. Après, comme c'était rappelé par Patrick Vignal, il y a aussi l'état des lieux, si j'ose dire, l'état des consciences politiques et tout le jeu stupide, genre je suis droit dans mes bottes, c'est du laxisme, enfin tous les dégâts qu'on évoque, ils sont dus à 50 ans de prohibition. Donc la question devient, quand est-ce qu'on change une équipe qui perd? Est-ce qu'on est forcé de ne pas changer une équipe qui perd depuis 50 ans et nous met en danger? Donc maintenant, oui, être courageux, c'est changer de système. Ça, il faut bien arrêter avec ce truc de droite facile que j'entends, parce que c'est généralement de la prise de position, de la stature obscurantiste. On se rend compte que les gens qui prennent cette position-là sont dans l'ultra-crépidarianisme, c'est-à-dire prennent des positions tranchées sur des sujets qu'ils ne connaissent pas.
Alors, dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme encadrement des usages addictifs et posant problème pour la santé dans le cas d'une légalisation? C'est-à-dire comment vous voyez la chose? Parce que la problématique que moi je j'ai tout de suite quand je vous entends, c'est que, vous l'avez dit vous-même, c'est-à-dire que c'est 50 ans d'échec de politique, en tout cas vis-à-vis du Absolument, oui, oui. Europe de la consommation, alors que la répression n'a pas cessé d'augmenter. Mais moi, mon interrogation, c'est est-ce on ne peut pas craindre que par contre, sur des drogues plus dures, entre guillemets, alors peut-être que vous allez me dire qu'il ne faut peut-être pas faire cette différenciation, j'en sais rien, il faut peut-être voir, mais des drogues plus dures en termes immédiatement létales ou en termes d'attaque des neurones, pour parler trivialement, est-ce que vous ne craignez pas qu'à l'inverse, ça procure une banalisation? C'est un peu la question que je me pose, vous dire. Personnellement, non. Après, si vous voulez, l'attaque des neurones, si j'ose dire, les principaux, ceux qui attaquent le plus, c'est quand même l'alcool et la cocaïne. Ce n'est pas le cannabis, qu'on soit clair. On n'est pas avec du plutonium quand on parle du cannabis. On est avec, encore une fois, une substance qui a la possibilité, je vais le dire comme ça, hélas, d'handicaper un certain nombre de personnes, surtout si les usages sont intensifs et précoces. Et c'est pour ça que notre discussion, plus que bon, mal, dangerosité, elle doit nous amener à ce que la prohibition, encore une fois, ne nous a pas permis de faire, c'est-à-dire comment retarder l'âge des premiers usages. Plus un usage est précoce, plus il va être à risque de dépendance, à risque de méfaits précoces, à risque de méfaits physiques et psychiques précoces. Donc, travailler les choses sur le cannabis, c'est d'autant plus important que si on autorise les majeurs à un accès, qu'est-ce qu'on fait des mineurs qui sont nombreux à consommer? C'est ce travail-là que j'aimerais entendre, pas simplement, et Patrick Vignal le rappelait, des prises de position pour, contre. C'est, encore une fois, quand je pose la question précisément à des gens, qu'est-ce que vous proposez? Puisque là, le statu quo n'est plus tenable et qu'au bout de 10 minutes, ils m'ont expliqué que la légalisation, ça allait aggraver les choses, ce qui est une forme d'intuition en fait contre-réaliste. Je leur dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment vous faites pour retarder l'âge des premiers usages? C'est là-dessus qu'on doit travailler. Comment on fait pour, j'ai envie de dire, diminuer l'attractivité du cannabis comme ça a été fait pour le tabac très tardivement? Comment on est passé du beau cowboy Marlboro à ringardiser, vous voyez, le tabac fumé, hein? Comment finalement on arrive à faire de la prévention avec le budget qui sera alloué pour ça? Alors justement, je repose quand même la question, parce que là, vous m'avez répondu sur le cannabis. Oui, sur les autres drogues, je crois que simplement, on n'a pas la maturité sociale pour faire autre chose que d'aller se faire massacrer. Donc, si vous êtes vraiment masochiste, allez-y, mais je pense que autant sur le cannabis, moi, je suis assez optimiste parce que le réalisme de 30 ans de consommation, de 2-3 générations maintenant, ont montré encore une fois que ce n'était pas du plutonium, mais qu'il y avait des vrais handicaps qui pouvaient être créés. Donc, on est autant sur l'héroïne, cocaïne et tout, vous allez vous faire, mais alors tuer immédiatement. Oui, Eric, je te laisse monter au feu. Tu sais, les politiques sont assez faux cul. Vas-y, Eric, je te soutiens. Comme j'ai envie qu'on y avance ensemble et que, contrairement à toi, je pense que sur la question de légalisation du cannabis, ça peut avancer vite. Parce que je pense que vraiment, depuis le début de ce mandat, tu regarderas, il y a plusieurs projets, à nouveau qui est avec ce que je propose, et je trouve quand même que c'est en train de se diversifier politiquement de manière importante. Et surtout, ce qui me frappe, si tu veux, c'est qu'il n'y a plus aucun argument contre, en réalité. C'est ça le problème qui est en face, quoi. Alors, il y a de l'idéologie ou de la morale. Si vous voulez, la morale a été tellement immorale dans ses, j'ai envie de dire, dans ses résultats, hein, que cette morale, cette idéologie, enfin, tout ça a été fait pour diminuer les consommations et protéger les individus, enfin les personnes et notre société, quoi. Et au bout de 50 ans, ça n'a protégé ni les personnes,
ni la société. Alors, moi, je suis d'accord avec vous. Ce qui m'inquiète, moi, j'ai eu un parcours particulier. J'avais un complexe sportif. Je l'ai toujours dans un quartier populaire. J'ai enseigné les arts martiaux. Et j'étais aussi enseignant à la fac des sports. Et j'ai vu, si vous voulez, depuis une vingtaine d'années, le cannabis mais rentrer vraiment dans les gymnases. Moi, à la fin, j'avais des élèves au judo qui fumaient un joint, quand je ne les chopais pas, hein, et qui me disaient « ça me détend ». Et à la fois, si vous voulez, j'ai fait une expérience, j'étais adjoint au sport à Montpellier, à la cohésion, je travaillais avec des gens cabossés, et j'ai des femmes et des hommes qui avaient des cours de gym, avec de la marche aquatique, ça coûtait zéro. J'ai réuni des SDF, des gens en difficulté, et ces gens s'en sont sortis avec une activité physique aussi renforcée. Et donc, il me semble que si on met en adéquation une ouverture d'avenir, une activité physique, mais je voudrais savoir, docteur, est-ce que c'est un phénomène de mode, le cannabis, on fume un joint? Alors, je ne parle pas des milieux intello, hein, milieu culturel, je pense que c'est autre chose, parce qu'eux, ils se gèrent, vous avez dit, ils sont adultes. Mais il faut qu'on ait une task force, cette génération 13-17 ans qui se cherche. Alors, il y a d'autres addictions, hein, on pourrait parler de la play, des Internet, mais cela, peut-être, c'est moins dangereux. Mais comment on pourrait combiner à la fois l'exercice physique, culturel, le retour sur un emploi? Comment on pourrait, est-ce qu'on a besoin d'avoir des têtes de pont de jeunesse qui expliquent que tout qu'on te fait, c'est pas avec le joint que tu as des performances. Moi, je disais à mes amis, c'est pas avec un pétard que tu es champion du monde de judo. Ça n'existe pas. Et je crois qu'il faut qu'on ait une entrée nouvelle aussi sur ça. Parce que nous, on est adultes et on a besoin peut-être d'un relais d'expérience et de jeunes qui… Et c'est vrai que j'entends une chose, ça commence à être ringardisé de fumer un pétard. Exactement, je crois, hein. Exactement. C'est le mot, enfin, vous voyez, pour le tabac, c'est le mot en termes de prévention et de destruction d'image qu'on a le plus utilisé, de ringardiser, pour vraiment, je vous dis, détruire l'image du beau cow-boy Marlboro, de la virilité, etc. Bon, quand vous dites pourquoi, en fait, c'est une très belle question, hein, pourquoi les Français fument autant, quoi. On a de multiples réponses et autant, si vous voulez, je pense, le tabac, il n'y a plus beaucoup de parents qui offrent la première cigarette à leur enfant. Ce n'est pas le cas pour l'alcool, par contre. Là, il y a un progrès vraiment à faire, d'arrêter, d'initier ses propres enfants, vous voyez, de façon trop précoce. Autant le cannabis, en l'absence, on va dire, de disparition d'un certain nombre de marqueurs d'évolution sociale, c'est devenu être grand, vous voyez. Quand vous faites de la prévention dans une classe de 3e, par exemple, c'est incroyable. Vous savez tout de suite quel est le groupe qui a fumé et l'autre groupe qui vous écoute. Le groupe qui a fumé, il rigole en entendant dire les bêtises que vous allez prononcer. Puis le groupe qui n'a pas encore fumé, il est tout sage encore à essayer de vous écouter. Donc, quelles sont les préventions, vous voyez, qui sont faites, que ce soit à l'école primaire, que ce soit des campagnes d'information nationale. Je rappelle que la dernière campagne d'information nationale, à ma connaissance, sur les dangerosités du cannabis qu'on évoque toujours, mais qui ne soient pas que des choses comme ça évoquées, diabolisées, elle date de 2005-2006. Et le son ringarde en plus. Et donc, après, on nous parle de prévention, quoi, vous voyez. Et à l'époque, celle de 2005-2006, elle était déjà très bien parce qu'elle disait des choses sur le sport, sur le bien-être, sur les bouffées d'angoisse que ça peut donner les premières consommations, enfin des choses réelles, vous voyez. Donc, si on pouvait parler vrai tout en disant il ne suffit pas de fumer un joint pour devenir ou un génie ou un homme, ou quelqu'un talentueux, une femme talentueuse, oui, on a un vrai problème de budget, de communication à faire. Il faut penser que légaliser, pas plus que prohiber, ne modifiera dans une démocratie le comportement. Ce sont d'autres facteurs sociaux. Le truc qui nous est sûrement un peu difficile comme ça à partager, parce que moi, je trouve la prohibition tellement contre-productive que faut vraiment l'enlever, quoi. Elle est une dangerosité en elle-même, cette prohibition, quoi. Mais au fond, ce ne sont pas les lois qui font les consommations. Mais non. Bien sûr. Et bien évidemment, c'est notre approche sociale, nos propositions, notre éducation, notre capacité d'information. Après, la prohibition, oui, ça peut marcher dans des dictatures. Et une démocratie, heureusement, si vous voulez, la prohibition aura ses limites, ça, on l'a montré.
en démocratie, ce n'est pas le système qui peut marcher. Est-ce qu'on a envie de vivre en Chine ou dans les Philippines, vous voyez, pour se dire la prohibition, ça marche, ou vivre les années de la prohibition contre l'alcool comme aux États-Unis? Personnellement, je ne pense pas que ça soit un choix raisonnable. Ouais. Docteur, je voudrais vous revenir là, vous parliez de la question de la prévention, éducation, etc. Tout à l'heure, en deuxième audition, on était avec Alain Morel, qui est Oui. qui nous a parlé notamment des programmes Primavera dans les écoles. Mmh. Donc, je voudrais avoir un peu votre retour là-dessus. Est-ce que c'est des pistes pour vous? Alors, écoutez, moi je pense, oui, la difficulté pour les préventions est déjà celle du politique, c'est-à-dire qu'il investit dans quelque chose qui paiera dans 15 ans ou 20 ans. Et c'est valable pas simplement pour une prévention en santé des addictions, mais dans bien d'autres domaines. L'autre difficulté, c'est quand même celle des évaluations. Je dirais, connaissant très très bien Alain Morel, qui est un des rares préventologues sur le sujet en plus, vous voyez, en France, des gens qui ont vraiment travaillé la prévention, qui ont comparé tous les modèles étrangers et qui essayent de l'adapter à France, qu'entre les consultations jeunes consommateurs et des programmes qui, si possible, doivent être encore à une époque où les enfants écoutent les adultes, encore une fois. Vous voyez, on a parlé de la troisième, je crois que déjà c'est bien tard maintenant, mais à une époque où les mômes disent être adulte, c'est bien se laver les dents, c'est bien rappeler, c'est déjà vieux qu'il faut mettre la ceinture de sécurité. Enfin, ils pensent que les adultes sont des gens raisonnables et bien. Ça, c'est en primaire, parce qu'à partir maintenant de la quatrième ou de la troisième, il n'y en a plus beaucoup qui pensent que nous sommes des vieux raisonnables qu'il faut écouter, hein, c'est ça. Donc moi, je suis beaucoup pour justement inclure, et avec ce que disait Patrick Vignal, justement dans une forme de patrimoine santé, c'est-à-dire à la fois le physique, le sportif, mais aussi le culturel, mais aussi le ludique, la question en effet de la prévention des drogues très tôt et en primaire. Éric, ouais. Vas-y. Si tu permets, vous savez, j'ai fait une expérience, j'ai mis en place les députés juniors. Tu sais, Éric, chaque année, on a droit à un gamin d'une école. Moi, j'en ai pris 1000 et j'ai voulu prendre les primaires seulement, CM1, CM2, et ils ont compris les lois, ils ont compris comment faire la démocratie. J'ai des résultats exceptionnels. Quand j'ai voulu me pointer au collège, excusez-moi du mot, je paraissais le vieux con qui voulait donner des leçons. Et je n'ai pas pu, et comme vous disiez, docteur, j'ai vu de suite celui en troisième déjà qui était éveillé à sa vie et qui se construisait des fois en retard de la société ou en contact, et celui qui était encore le petit gamin qui n'avait pas encore muté dans l'adolescence. Donc oui, il faut démarrer par les primaires, Éric. Il faut qu'on aille toucher les CM1, CM2, parce que ceux-là, c'est ceux-là qui te disent encore « papa met la ceinture, papa ne boit pas d'alcool ». Et donc, c'est vrai qu'à la fois, cette partie d'insertion, cette partie de nouvelle société, on va la créer avec cela. Parce que je pense que collège, lycée, ils sont dans une position de rebelle, ils ont une position un peu différente. Et je pense que si on tapait sur un projet pédagogique CM1, CM2, cette approche-là, je pense qu'on aurait des résultats, des enseignants, des parents et des enfants. C'était la réflexion tout à l'heure d'Alain Morel aussi. Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Lowenstein, que vous parliez de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et vous parliez de l'expression santé des addictions. Oui. Vous pouvez revenir un petit peu là-dessus? Oui. Alors, pardon, parce que j'aurais dû dire encore une fois que c'est une expression personnelle hein, qui n'est pas validée, mais à laquelle je tiens parce que on va dire les 30 ans que j'ai passés, j'ai essayé de développer la médecine des addictions, étant médecin, mais il est clair, surtout en venant de l'intersection sida-toxicomanie, on brasse beaucoup de concepts sociaux, d'inégalité, de réalité, encore une fois, hors les hauts murs des hôpitaux, que la médecine des addictions doit faire partie d'une santé des addictions, de même que la médecine scolaire
ne saurait résumer la santé scolaire ou la médecine du travail, la santé au travail, ou comme il était évoqué tout à l'heure, la médecine sportive, la santé, j'ai envie de dire, sportive. Donc, si on sort de l'hypocrisie aussi qu'on évoquait, c'est-à-dire qu'une société sans drogue, ça n'existe pas. Donc, une société sans addiction, ça n'existe pas. Et qu'on veut réduire, encore une fois, les risques, les dommages, les méfaits des addictions, oui, je suis pour ce concept de santé des addictions. Ce n'est pas un concept de promotion, on est bien d'accord. C'est une expression qui est un peu provocatrice, mais à partir de l'instant où ça fait partie de notre existence, et on le voit avec les écrans, là aussi, que Patrick Vignal évoquait, comment finalement le petit mammifère métaphysique que nous sommes, que l'humain est, il a son circuit de récompense et dès qu'on lui propose des drogues extérieures à les siennes, cerveau dans lequel il y a tous les récepteurs qu'il faut pour ça, il va y être vulnérable. Donc c'est pour ça qu'une société sans drogue n'existe pas, c'est que le principal producteur de drogue au monde, c'est le cerveau humain. Donc à partir de l'instant où on commence à être en dehors de l'hypocrisie de la morale, de sortir même médicalement de ce qui avait été fait, vous vous souvenez, par le bon docteur Tissot, en mettant les mains dans le dos pour éviter la masturbation. Qu'on commence, si je cite, voilà, à sortir du réflexe idéologique moral contre-productif. Oui, je suis pour une santé des addictions. Bien évidemment, c'est loin de l'intitulé de la mission information, lutte contre les drogues et conduites addictives. Moi, je pense, et on le voit, enfin, ce que nous ont appris les stratégies de réduction des risques, on pourrait même l'appliquer à cette période de la Covid actuelle. On sent qu'on est en pleine contradiction, sans mauvais jeu de mots, hein, en un seul mot, là, on est en pleine contradiction. D'un côté, on nous dit on mène la guerre, hein, le chef de votre parti, Monsieur Vignal, et il a raison quand il dit ça va être une putain de guerre. Il le dit pas comme ça, fort heureusement. Non, on mène la guerre et après, il faut vivre avec. Donc, même si on a une tradition de collaboration en France qui est un peu douloureuse sur le sujet, c'est vrai que les deux sont difficiles à assimiler pour la plupart de nos concitoyens si on n'a pas ces stratégies de réduction des risques. C'est-à-dire, je vous l'explique pour moi, ça a été une révélation, je vais essayer de faire très court, mais éduquer, si j'ose dire, aux biberons médicaux universitaires et un peu sportifs, puisque j'ai passé ma jeunesse, à l'époque, on disait à l'INS et non pas à l'INSEP. Ah oui, à l'INS. À l'INS, je veux dire, j'avais des classiques dans la tête. Et un jour, à cause du sida, je suis allé à une conférence internationale où un Américain disait lui-même, c'était à Berlin, disait lui-même, si vous ne voulez pas attraper le sida, ne vous droguez pas. Bon, ce qui n'était pas vraiment un scoop en lui-même. Mais tout de suite, il a ajouté, si vous vous droguez, ne vous shootez pas. Ah oui, mais si vous vous shootez, ne partagez pas votre seringue. Mais si vous partagez votre seringue, lavez-la à l'eau de Javel. Et là, j'ai compris ce qu'était la réduction des risques qui permettait d'oublier personne. Et je voudrais qu'on développe, si vous voulez, ces stratégies, c'est-à-dire, OK, si c'est possible de ne pas se droguer, ne vous droguez pas. Mais si vous vous droguez, par exemple avec le cannabis, ne le fumez pas. Parce que la toxicité va se rajouter à cause de la combustion. Et si vous le fumez quand même, ne faites pas ceci, cela. Vous voyez, de décliner des éléments où on garde une utopie. On a le droit de garder une utopie, vous voyez, mais mine de rien, on n'oublie pas les 99% qui sont en dehors de l'utopie. Là, c'est le clinicien qui vous parle. D'accord. Merci beaucoup. Je vais demander à Chloé qui nous écoute, qui est collaboratrice. Merci Eric, c'était très clair, merci beaucoup, c'était très intéressant. D'accord. Merci. Merci. Et bon travail alors. J'ai une question, Eric. Est-ce que vous pensez, docteur, ça vaudrait le coup qu'on aille voir ce qui se passe au Portugal ou aucun intérêt? Oh oui, oh oui. Eric, on y va? C'est pas si loin. Et c'est ça qui est terrible. Hein. Allez-y, allez-y, allez-y. Moi, je suis allé 2 fois au Portugal. Je suis allé à un stage de judo, mais Eric, ça vaudrait le coup qu'on aille voir. Alors déjà, je vais quand même
Là, je vais nous permettre d'avoir en audition des gens qui pratiquent l'expérience en Uruguay. On va m'amener. Ah, OK pour partir au Portugal. c'est pas loin, c'est à côté. William Lowenstein, si vous avez des contacts à nous donner, n'hésitez pas. Allez. En plus, au Portugal, vous avez l'OEDT. Vous savez qu'en France, on a l'OFDT, qui est l'Observatoire français des drogues et toxicomanies, sous le contrôle de la MILDECA, justement. Et le siège de l'Observatoire européen des drogues et toxicomanies est à Porto. Demandez-leur, ce sont des gens dont le président qui sont adorables et qui seront en plus très fiers de vous montrer le modèle portugais avec une vision européenne. Alors, William, on vous amène et je paie le resto, surtout en ce moment, il est fermé. Merci de votre générosité, Patrick. Avec plaisir. Avec plaisir. Allez, génial. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci. Merci en tout cas d'être venu et à bientôt. Et on a retenu l'idée. Si vous pouvez me renvoyer le contact par mail, au téléphone. De l'OEDT avec le nom du président, bien sûr. Si Très bien. Le contact au Portugal oui. qui représente ça, ça nous intéresse parce qu'autant dans ce cas-là. Bien sûr. D'excellentes Différence. Merci encore, à d'après-midi. bientôt. Au revoir.